Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle session de notre AI Talk and Share. Très rapidement, je représente, on est le Hub Francia. Le Hub Francia, on est une association qui fédère start-up, grands groupes, ETI et maintenant aussi des fonds de venture capital, des organismes de recherche et des établissements de formation autour du sujet de l'intelligence artificielle. Concrètement, aujourd'hui, on est 170 membres et on organise tous les mois, généralement, des webinaires qui s'appellent AI Talk and Share. Donc, AI Talk and Share, l'objectif, c'est de faire un REX concrètement sur un cas d'usage techno ou une techno transverse que vous avez et que vous utilisez au sein de vos entreprises pour faire de la culturation à destination de l'écosystème et montrer ce qu'on est capable de faire sur le sujet de l'intelligence artificielle au sein du Francia. Donc aujourd'hui, on est accompagné par Visionary, qui va vous parler de comment la vision industrielle par IA peut améliorer le quotidien de vos opérateurs et équipes qualité sur les lignes de production. Donc je vais laisser Elisabeth prendre la parole et je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour à tous, merci beaucoup Mehdi. Enchantée, Elisabeth Monteiller. Moi, je suis responsable commerciale chez Visionary. On est une start-up française dans la vision industrielle par IA. Je suis accompagnée par Daniel que je vais laisser se présenter juste après. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de voir un cas d'application très concret de l'IA, qui est la vision industrielle pour la qualité industrielle qu'on vient déployer donc sur les lignes de production, et on va voir comment l'IA vraiment peut apporter quelque chose en plus sur ce secteur-là et comment est-ce qu'elle va avoir un impact dans le quotidien des opérateurs et des équipes qualité. Mais avant ça, je vais laisser Daniel se présenter. Et pour ma part, donc enchanté, bienvenue à tous. Daniel Blangineau, je suis cofondateur et CEO de Visionary. J'ai créé Visionary en 2018 avec un associé. Aujourd'hui, on a fait notre petit bout de chemin. On est une bonne quinzaine de personnes déployées sur plusieurs sites en France, Italie, Allemagne, Espagne. Et aujourd'hui, je m'occupe principalement à la fois avec Elisabeth de la partie commerciale et également aussi de la partie opérationnelle, donc du pilotage notamment de nos équipes dans le déploiement de la solution sur les sites de production. Voilà. Ouais. Je laisse Elisabeth prendre la suite et je vous retrouverai probablement pour les questions pour appuyer certains points pendant la présentation. Petite revue voilà, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va vous présenter un petit peu plus en détail qui on est. Et puis ensuite, le webinaire se posera en deux axes. Le premier, on va vous expliquer ce que c'est que la vision industrielle et pourquoi est-ce que l'IA, c'est un nouvel outil pour la qualité industrielle. Et ensuite, on viendra voir concrètement avec des cas d'usage comment est-ce que cette nouvelle technologie, cette nouvelle manière de faire de la vision industrielle peut vraiment être mis au service des opérateurs et des équipes qualité. On ne va pas simplement parler d'automatisation à 100%, on va voir que vraiment ça peut avoir un impact aussi bien sur vraiment le quotidien des opérateurs et de vos équipes qualité. Petit point pratique, toutes les questions, voilà, on va les prendre au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les renseigner. Il y a un petit onglet questions et réponses. Voilà, si c'est des réponses, si c'est des questions très ponctuelles, Daniel pourra même répondre par le chat. Et puis, on essaiera de les prendre au fil de l'eau au cours de la présentation. Et puis aussi, là, pendant la partie introduction, n'hésitez pas dans la partie soit questions-réponses, soit la partie conversation, à nous indiquer si vous êtes dans des industries spécifiques. On essaiera d'adapter nos exemples voilà, à votre environnement. Nous, on est spécialisé dans l'industrie manufacturière. Mais après, voilà, on peut aussi regarder d'autres choses. Et au sein de l'industrie manufacturière, il y a déjà beaucoup, beaucoup de champs d'action possibles. Donc voilà pour cette partie introduction. Visionary, comme l'a présenté Daniel, on a été créé en 2018 par Daniel et Yanis, qui sont deux ingénieurs vision, ingénieurs optiques de formation, et ils ont décidé de se lancer dans l'aventure Visionary pour rendre accessible la vision industrielle par IA, qui est une nouvelle manière de faire de la vision industrielle. Et aujourd'hui, on est 15 personnes avec une équipe opération qui combine vraiment les deux expertises, à la fois vision. La vision industrielle par IA, ça reste de la vision industrielle, donc il y a une composante optique qui est très forte, on aura l'occasion d'en parler. Et puis également une
composante IA. On a également une équipe de recherche en interne qui travaille sur nos algorithmes. Donc, on a développé nos propres algorithmes et vous allez vous comprendre pourquoi, notamment parce qu'on a voulu adapter donc, des technologies d'IA, donc d'analyse d'image pour l'industrie manufacturière. Parce qu'une technologie, comme vous le savez tous, c'est pas forcément une solution opérationnelle, qui a besoin de la rendre opérationnelle et de l'intégrer dans un environnement propre. Nous, on a choisi la qualité industrielle et on a également une équipe IT et d'infrastructure. On développe tout en interne. On propose un logiciel, donc on a vraiment la main dessus pour pouvoir constamment l'améliorer avec les différents retours clients qu'on a. Donc aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de clients et on va intervenir vraiment dans donc un scope assez large. On va de l'électronique à l'automobile, en passant par la cosmétique et même les énergies renouvelables ou le verre ophtalmique. On aura l'occasion pendant la partie cas d'usage donc de vous présenter certaines de nos réalisations. Mais c'est pour vous montrer que voilà, on a choisi un axe qui est l'industrie manufacturière parce qu'on a choisi de restreindre nos technologies à un environnement qu'on peut maîtriser et répétable, mais par contre, le champ d'application est très large. Le problème qu'on adresse aujourd'hui et ce dont on va parler pour ceux voilà, qui ne sont pas forcément très familiers, j'ai beaucoup employé le mot vision industrielle, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est l'utilisation donc, de caméras pour automatiser ou aider à réaliser des tâches d'inspection visuelle, donc vraiment d'inspection qualité sur les lignes de production. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Installer des caméras dans les usines, c'est fait depuis les années 80. Donc c'est on va dire une activité qui est assez mature. Après, ça dépend des industries, mais en tout cas, voilà, il y a une très grosse activité autour de ça. Donc, on n'a pas attendu l'IA pour mettre des caméras sur les lignes de production. La raison pour laquelle nous, on est venu intégrer de l'IA, c'est parce qu'il y a encore énormément de tâches répétitives ou ponctuelles qui vont ne pas être réalisées parce qu'elles ne sont pas automatisables aujourd'hui ou alors qui vont encore être réalisées à la main, donc soit sous la forme d'échantillonnage, soit même du contrôle à 100% réalisé par un opérateur. Toute tâche répétitive a forcément voilà, des problématiques. Ce n'est pas forcément là où on va avoir le plus de valeur ajoutée pour vos opérateurs. Et nous, on vient se concentrer essentiellement sur la France et l'Europe, justement, où le coût opérateur est extrêmement important et où justement la valorisation de l'activité de l'opérateur doit être forte. Et donc, l'automatisation de tâches d'inspection a un intérêt. On va voir qu'il en a d'autres. On va essayer de faire aujourd'hui attention à bien essayer de vous montrer l'intérêt de l'IA par rapport à la vision industrielle. On sera de toute façon obligé de passer par quelques explications sur l'intérêt de la vision industrielle en général, mais on va vraiment essayer de concentrer notre propos sur l'intérêt de l'IA par rapport à un scope existant. Pour vous montrer notamment qu'on ne vient pas mettre de l'IA parce que c'est un buzzword, comme on dit, mais vraiment parce que là, on a un cas d'application où l'IA apporte vraiment quelque chose de nouveau sur quelque chose de déjà très installé. La raison pour laquelle nous, on va venir intervenir avec de l'IA, mais plus globalement, on va voir que l'IA va permettre d'aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, ce qu'on va trouver sur le marché en solution de vision industrielle, c'est souvent des smart caméras, donc des caméras avec une intelligence intégrée, ou même simplement des caméras qui vont permettre, avec un logiciel, de mettre à disposition certaines vues aux opérateurs ou aux équipes. Mais les problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui sur ces outils-là, c'est que souvent, c'est des outils qui sont dédiés à des experts, notamment des ingénieurs vision qui vont permettre de les paramétrer. On verra la raison pour laquelle, hein, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est des outils qui vont être souvent difficiles à configurer parce qu'ils nécessitent une expertise, ils vont prendre du temps à se configurer et c'est des solutions qui ne sont pas forcément à destination des équipes qualité ou industrialisation, si ce n'est s'ils ont un ingénieur vision dans ces équipes. C'est des technologies qui vont être très adaptées dans beaucoup de cas, mais dans certains, notamment tout ce qui va être de l'aspect, on va pas mal en parler aujourd'hui, vous allez avoir souvent des mauvaises performances parce que ces technologies ne sont pas adaptées à ces cas-là, notamment pour tout ce qui va être détection de défauts cosmétiques, parce qu'elles vont être limitées à des défauts connus, répétables, et elles ne vont pas forcément pouvoir s'adapter à pas mal de variabilité. Alors que l'IA, on va voir, va potentiellement être capable de mieux s'adapter. Et enfin, on va plus s'apporter à la partie process.
On va être sur des smart caméras, c'est-à-dire que un industriel, il a l'habitude d'investir dans du matériel, donc il va venir acheter une caméra. Il veut dupliquer son projet, et il doit racheter une caméra où l'intelligence est à l'intérieur. Les données, on est tous autour de l'IA aujourd'hui, donc on sait très bien que c'est très puissant, mais ça a aussi un énorme coût de produire de la donnée. Donc si on la laisse au niveau de la caméra, finalement, on perd un avantage de l'investissement qui a été fait. Et donc ça, c'est plus propre au système même de ce qui existe sur le marché. Donc nous, on est vraiment venu avec Visionary s'attaquer à un peu toutes ces problématiques. On propose un logiciel d'automatisation d'inspection qualité par vision artificielle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la partie IA, enfin la partie, on va dire, pardon, intelligence de la partie matérielle. Notre logiciel, il a vocation à être compatible avec toute caméra. Donc, c'est-à-dire soit des caméras déjà installées. On a pas mal d'industriels qui ont déjà des caméras installées sur ligne et on va venir appliquer notre analyse d'image, notre outil d'analyse d'image sur les images prises par ces caméras. Ou alors, parce qu'on est expert optique, parce qu'on a cette compétence optique dont on vous parlait au début, on va être capable de venir recommander le bon setup pour chaque cas. Une fois qu'on on est capable de se brancher sur ces caméras-là, nous, on va venir proposer un logiciel qui va permettre de venir faire de l'analyse d'image et surtout de pouvoir faire plusieurs projets. Donc, on ne va pas s'intéresser uniquement à l'analyse d'image, on va également proposer un outil à destination des équipes métiers qui vont permettre d'être assez autonomes sur leur projet vision, de faire plusieurs projets et on va voir l'intérêt que ça a pour les équipes qualité. Donc, cette introduction, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu qui on était, ce qu'on propose et d'introduire le sujet dont on va parler, à savoir la vision industrielle par IA. Et en quoi c'est un nouvel outil pour la qualité industrielle et pourquoi est-ce qu'on pense que dans pas mal de cas, elle va être plus adaptée que la vision traditionnelle. Mais pour pouvoir vous expliquer ça, il faut d'abord vous expliquer la différence entre la vision par IA et la vision traditionnelle. La vision par IA, on va commencer par ça, parce que on est Hub France IA. Donc, c'est appliquer des technologies d'intelligence artificielle à des algorithmes d'analyse d'image. Donc, on va fonctionner à partir de data, à partir de bases de données d'images de pièces de production. On va apprendre ces bases de données, on va voir qu'il y a différentes technologies qui sont applicables on va venir donc les analyser par intelligence artificielle. Alors que la vision traditionnelle, ce que nous on appelle la vision traditionnelle, en anglais c'est rule-based vision, donc c'est assez, on va dire, transparent. C'est des algorithmes d'analyse d'image qui, eux, vont fonctionner à partir de règles. On va venir intégrer un cahier des charges au système et il va venir appliquer ces règles quand il va venir analyser l'image. Donc, par exemple, il va venir définir, par exemple, des seuils, comme vous voyez un petit peu à l'image, des seuils, des règles un petit peu dans tous les sens pour venir chercher une information sur l'image. Donc, pour l'IA, on va venir interpréter des images, c'est-à-dire essayer de reproduire un raisonnement, ou en tout cas reproduire, identifier une situation et venir sur une nouvelle image, essayer de rechercher des éléments similaires. Donc, ça va plutôt être limité à la capacité d'interprétation humaine. On évite de dire qu'on est limité aux capacités de l'œil humain, parce que la partie vision, on va pouvoir l'adapter, on va pouvoir faire des zooms avec des caméras plus sophistiquées que l'œil humain. Par contre, en termes d'interprétation, l'IA aujourd'hui va plutôt être limitée à ce qu'est capable de faire un œil humain. C'est-à-dire que moi, si je regarde un objet, je ne vais pas être capable de vous dire que cet objet, il fait 32,3 mm. Tout ce qui est mesurable, tout ce qui est sorti franche, je ne suis pas capable de vous le donner. Par contre, je suis capable de vous dire que c'est plus grand ou plus petit. Je suis capable d'identifier, sans forcément l'avoir vu avant, une rayure, un défaut, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment le propre de l'IA, ça va être plutôt ce type de situation. On va regarder les cas d'usage qui s'y prêtent. Alors que la vision traditionnelle, la rule-based vision, elle, au contraire, elle va s'attaquer à des cas où on va être qui nécessitent de fixer des règles extrêmement précises, donc prédéfinies, et qui doivent être paramétrables. Le cas d'utilisation standard, c'est on a une ligne de bouteille, on doit vérifier que le bouchon est bien scellé. On va venir typiquement mesurer une hauteur de bouchon avec une certaine tolérance sur le millimétrage en termes de hauteur pour savoir si le bouchon est bien lissé ou non. Ça, c'est un cas typique de la vision industrielle traditionnelle sur lequel l'IA n'aura pas forcément une énorme valeur ajoutée derrière. Voilà. Donc,
avant de rentrer dans le détail de l'intérêt de l'une ou l'autre, et justement, on va regarder les cas d'usage dans lesquels on va privilégier l'IA versus privilégier la vision traditionnelle. Quand on parle de vision industrielle, c'est pas simplement une question d'analyse d'image. Ce qui va faire un bon projet vision, donc une bonne solution de vision industrielle, c'est vraiment l'assemblage, on va dire la concurrence de trois grandes composantes. Tout d'abord, les bonnes images. On parle d'analyse d'image, donc il faut tout d'abord avoir des bonnes images. Et quand on parle de bonnes images, c'est pas une question de résolution ou de choses comme ça. C'est simplement, il faut, pour que l'algorithme d'analyse d'image soit capable de pouvoir l'analyser correctement, que l'information à détecter ou à intégrer soit présente à l'image. Et ce, de manière répétable. Il ne faut pas que se dire, en fait, il peut y avoir une partie aléatoire. S'il y a trop d'aléatoire, on ne pourra pas forcément le prendre en compte. Et ça vaut aussi bien pour de la vision industrielle classique que pour de la vision par IA. Donc ça passe par un bon éclairage, une bonne installation vision. Je vais vous présenter un exemple juste après de justement ce que ça peut donner. Ensuite, la bonne technologie, c'est-à-dire que ça va être le type de technologie adaptée au cas d'usage qui va être capable de détecter l'information souhaitée avec la bonne performance. Si je la détecte que dans un cas sur deux, pour certains clients, ça va fonctionner, pour d'autres, ça ne sera pas suffisant. Tout comme si on prend un cas de mesure, donc plus proche de la vision traditionnelle, si je suis capable de vous mesurer votre objet avec une précision du centimètre alors que vous avez besoin d'une précision au millimètre, ça ne va pas vous convenir. Donc là, il va falloir choisir la bonne technologie avec la bonne performance. Et enfin, c'est très bien d'avoir des bonnes images et une bonne technologie. Si vous ne pouvez pas l'utiliser en interne, ça va avoir moins d'intérêt. Donc il faut également le bon outil, c'est-à-dire l'outil qui va permettre à la bonne personne d'exploiter facilement la technologie avec les bonnes images. Donc, on va aujourd'hui beaucoup parler de la bonne technologie, parce qu'on va regarder justement l'intérêt de l'un ou l'autre, mais on ne voudrait pas que vous oubliez qu'un bon projet vision, ça part également des bonnes images. Sans les bonnes images, vous n'aurez jamais la performance souhaitée. Et puis, le bon outil sur lequel on va revenir plutôt dans la deuxième partie du webinaire. Donc là, c'est juste pour vous illustrer le propos sur les bonnes images. On va beaucoup parler des technologies, mais ici, on a un cas dans l'automobile où le client souhaite détecter des défauts sur la partie glace, donc le top d'un phare, mais c'est une pièce avec énormément de variabilité et de réverbération. Et donc là, c'est pas, si on part des premières images qu'on avait à disposition, aucun algorithme, que ce soit de l'IA, que ce soit de la vision traditionnelle, que ce soit quoi que ce soit, sera capable de le traiter parce que, en fait, l'information, elle est potentiellement présente, on voit des choses, mais elle est beaucoup trop brouillée avec d'autres choses. Donc, avant de parler d'analyse, il faut réussir à trouver un setup optique qu'on va pouvoir répéter sur la ligne de production qui va permettre de révéler vraiment les défauts qu'on souhaite identifier. Et donc, pour passer de là à là, c'est simplement une question du bon éclairage, de la bonne configuration, de la bonne caméra, du bon filtre. Donc ça, c'est des compétences optiques. Et ça, voilà. Donc le message ici, c'est simplement de dire que les algorithmes d'analyse d'image sont très importants, mais les images sont tout aussi importantes. Oui, et on a beaucoup de clients qui viennent nous voir avec des images. Alors en général, on est très content, mais parfois on se rend compte que les images ou les caméras utilisées sont peut-être pas idéales et qu'il faut derrière retravailler dessus. Et souvent, on est amené à proposer justement ce retravail derrière, parce que l'éclairage, il a bien entendu un premier rôle qui est de dire qu'on va isoler en fait. On va s'isoler des perturbations extérieures, par exemple le soleil qui pourrait taper sur la fenêtre à midi, mais on va surtout permettre de révéler certains défauts qui, sans éclairage, sans filtre adapté, ne seraient pas possibles à voir à l'image. Et c'est typiquement ce qu'on a fait sur ce cas d'usage-là, où on a sélectionné la bonne longueur d'onde, le bon système de filtre, pour être capable de visualiser les défauts sans même mettre de l'intelligence derrière. Et typiquement, sur la première image, on avait quand même une caméra qui devait faire facilement 20 mégapixels. Donc, c'est pas en achetant la super caméra avec le plus de pixels qu'on va être capable derrière de voir quelque chose si on ne fait pas vraiment un travail sur la partie optique et sur le système et sur l'environnement d'éclairage. Donc, maintenant, on va partir du point qu'on a les bonnes images, c'est-à-dire qu'on a une image où on va avoir la bonne information. Maintenant, il faut sélectionner la technologie qui va être propre à ce qu'on cherche à obtenir. Si je cherche à obtenir un output chiffré, type mesure, type position ou orientation, là, dans ce cas-là, je vais plutôt aller me diriger vers de la vision traditionnelle parce que c'est ce type de technologie qui va être capable, sur mon image, de venir fixer des seuils, des règles, etc., qui elle va traduire en nombre de pixels ou autre, et qui va être capable de sortir une mesure
ou en tout cas une information très stricte. Donc, la vision traditionnelle, vraiment, il y a l'idée il faut des cas d'usage où on va être capable de traduire les choses en règles. Donc, la question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce que quand vous formez votre opérateur, vous lui donnez un cahier des charges très strict en disant la pièce, il faut qu'elle fasse 3,2 mm avec une tolérance de 1 ou 2 mm. Il faut que mon robot, pour qu'il puisse prendre la pièce, il faut qu'elle soit orientée de telle manière, ou en tout cas, il faut l'orientation pour pouvoir donner l'information à mon robot. Voilà. Est-ce qu'on est sur des choses très chiffrées comme ça? Et est-ce que ces règles-là, j'ai la capacité de pouvoir les paramétrer dans l'outil? Parce qu'on a aussi des cas d'usage où oui, sur le papier, c'est des règles très strictes, mais en fait, si je veux pouvoir le paramétrer dans mon outil, ça prendrait beaucoup trop de temps à paramétrer parce qu'il y aurait beaucoup trop de règles. Donc théoriquement, c'est de la vision traditionnelle vers quoi il faudrait s'orienter, mais dans la pratique, si je veux par exemple prendre je prends une roue, je veux mesurer ou en tout cas vérifier qu'il y a imaginons une roue à rouage, qu'il y ait tous les rouages dedans, et ben techniquement mon paramétrage, il devra venir paramétrer chaque dent de la roue pour vérifier que la dent est dessus. Donc voilà, il faut se dire que derrière, il y aura un paramétrage plus ou moins fastidieux à mettre en place. Et imaginons que j'ai une roue qui a un design qui va changer régulièrement parce que c'est le propre de mon processus industriel. Et ben, il faut se dire que l'investissement temps que je vais mettre dans mon paramétrage, est-ce qu'il vaut le coup ou pas? Donc, la vision traditionnelle, oui, mais on sait qu'il faut que j'ai des règles précises qui puissent couvrir mon cas et il faut que je sois dans la mesure de pouvoir les paramétrer. Alors que l'IA, elle va fonctionner sur la base d'exemples. Donc, elle ne va pas être capable de vous donner une mesure. Par contre, elle va être capable de s'adapter beaucoup plus facilement à des cas avec beaucoup de variabilité. Le premier cas, donc par exemple, qu'on vous présente ici, c'est un cas donc, de détection de film sur du verre ophtalmique. Donc, c'est un procédé au cours duquel, au début, le film est filmé. Au bout d'un moment, le verre est filmé. Au bout d'un moment, on retire le film. Et s'il reste la moindre trace de film pour les machines suivantes, ça peut les endommager fortement et avoir donc un gros coût pour l'industriel. Si je prends juste un verre et un film, bah là, on pourrait le faire avec de la vision traditionnelle. C'est identifier, par exemple, des pixels bleus sur mon verre. La problématique qu'a l'industriel, c'est qu'il ne produit jamais dans la même journée le même verre. Il aura des formes différentes, des couleurs différentes, des épaisseurs différentes, etc. Et donc, s'il a besoin de paramétrer pour chaque type de verre son système, c'est quasiment impossible. Donc là, on est dans le cas où, théoriquement, oui, j'ai des règles que je peux appliquer à mon cas, mais dans la pratique, il y aurait tellement de règles que ce serait impossible à paramétrer. Il y aurait toujours le risque de laisser passer un verre pas filmé. Enfin, un verre, pardon, avec du film. Alors que l'IA, elle a été capable, on va voir avec quel type de technologie, d'apprendre avec beaucoup d'exemples de verres filmés et de verres défilmés, que ce qui importait, c'était pas la couleur, c'était pas la forme du verre, c'était pas l'épaisseur du verre, c'était vraiment est-ce que j'ai des traces sur la surface ou non. Et c'est ça qu'elle va être capable de détecter. Donc ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est un cas justement où là, en fait, il n'y a pas de règle. C'est le cas de la soudure. La soudure, si je prends à gauche, là, j'ai deux exemples de bonne soudure. Eh ben, de toute façon, deux bonnes soudures ne se ressembleront jamais. C'est propre au process, hein, c'est de l'étain qu'on vient mettre sur un objet. Et donc, avec la luminosité, on a beau maîtriser toute la luminosité possible, jamais on sera capable de définir strictement une règle pour la partie aspect de la soudure. On peut à la limite, et c'est ce qu'a fait un de nos clients, mettre de la mesure, c'est-à-dire qu'il faut que la soudure soit comprise dans un espace, mais par contre, ça ne prendra pas en compte la partie aspect. Alors que à droite, là, vous avez les exemples de deux mauvaises soudures. En fait, ce qui fait que c'est mauvais, c'est que voilà, j'ai uniquement une partie de la petite languette qui est couverte. Là, elle n'est pas couverte du tout, mais pourtant, j'ai bien mon élément qui est circonscrit. Donc, en fait, là, dans ce cas-là, vous savez très bien que quand vous allez fermer votre opérateur, vous allez lui donner des exemples. Ça, c'est une bonne soudure, ça, c'est une mauvaise soudure. Et l'opérateur va être capable, quand il a un nouveau cas, même si ça ne rentre pas exactement dans les cases de ce qu'il a appris, de comprendre que c'est bon ou pas bon. Et donc l'IA, elle va être capable de repliquer un petit peu le même type de système. Donc la soudure, c'est vraiment un très bon cas pour expliquer, pour donner un exemple il n'y a pas de règle de strict à imposer. C'est vraiment du pur exemple, bon ou pas bon.
Et le dernier cas où l'IA va aussi avoir un grand intérêt, parce que là encore, on va passer beaucoup moins de temps à paramétrer le système, c'est un cas de reconnaissance de référence produit. Là, on est dans un cas d'assemblage de puces sur des cartouches chez Toshiba. Et comme vous pouvez le voir, là, juste, on a mis 5 références de puces différentes. Elles sont quand même très similaires. Il va y avoir soit une différence de couleur, soit une différence de un petit poinçon en bas à droite, en bas à gauche. Sachez qu'un opérateur, il a géré, au début, il avait géré 30 références. Aujourd'hui, il a besoin de gérer 150 références de puces différentes. Donc, avec toujours la problématique de l'erreur. Si on veut le faire avec de la vision traditionnelle, on peut le faire, mais ça veut dire que chaque carte doit être paramétrée précisément. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte et des variations qui peuvent être très fines. L'IA, par contre, en temps masqué, elle va être capable d'apprendre pour chaque référence en temps masqué ce que c'est que la référence pour, une fois qu'on a une nouvelle image qui apparaît, de pouvoir assigner l'image à la bonne référence. Donc, on va voir un petit peu plus tard justement l'intérêt de l'un et l'autre, hein, mais vraiment ce qu'il faut retenir sur... ouais, on va plutôt passer là-dessus. Ce qu'il faut retenir sur les différences, c'est vraiment l'approche IA. Elle va avoir une configuration beaucoup plus simple que la vision traditionnelle, parce que voilà, la vision traditionnelle a besoin de définir chacune des règles qu'elle va venir imposer à l'image, alors que l'IA, elle va fonctionner sur la base d'exemples. On va avoir différentes technologies. L'IA, comme vous avez pu le comprendre, elle va être capable en termes de performance, d'aller chercher des défauts assez complexes et des défauts connus ou inconnus, parce qu'elle va être capable de s'adapter à des nouvelles situations. Alors que la vision traditionnelle, elle va pouvoir prendre en compte assez peu de variabilité, parce que plus on va imposer de variabilité, plus on va imposer de paramétrage et potentiellement des arbitrages qui sont impossibles sur les images. Mais à contrario, l'IA, on va le voir, elle part des données, donc elle a besoin de données en quantité et en qualité. En fonction des différentes technologies qu'on va utiliser, on va avoir besoin de plus ou moins de quantité, mais on va quand même avoir besoin d'images. Et il faut que la base de données, même si on parle de 100 images, soit vraiment représentative de la production. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ça ou non? Et puis, elle ne va pas pouvoir se positionner sur de la mesure, sur des outputs très précis. Elle va pouvoir donner un statut OK ou not OK. Elle va pouvoir aussi indiquer où elle a identifié potentiellement un défaut, mais elle va s'arrêter là, alors que la vision traditionnelle, elle va pouvoir fonctionner avec très peu de données, c'est-à-dire si vous n'avez pas de défaut, si vous avez juste simplement un golden sample, vous allez pouvoir potentiellement faire votre paramétrage. Et puis, elle est très customisable. Vous pouvez intégrer la possibilité de mettre des tolérances chiffrées extrêmement précises. Ça dépend juste de la complexité du paramétrage que vous souhaitez mettre derrière. Donc vraiment, notre discours ici, c'est de vous dire que l'IA ici, elle apporte quelque chose parce qu'elle vient se positionner sur des cas d'usage différents de ce qui est possible aujourd'hui avec d'autres systèmes et qu'elle a un fonctionnement qui est vraiment très différent. Et on va voir que dans la pratique, ça va avoir un grand impact. Si on revient un petit peu sur la partie technologie d'IA qu'il y a derrière, donc comment est-ce que ça fonctionne? Là, on vous présente 3 technologies d'IA qu'on utilise pour faire de l'analyse d'images. La première, c'est de l'OCR, donc c'est de la reconnaissance de caractères, c'est-à-dire que l'IA, elle est capable de lire sur une image des caractères, donc des lettres et des chiffres, qui derrière peuvent être réutilisés par le système de production. Donc, on a un cas d'usage, par exemple, où on vient lire des microgravures sur du verre ophtalmique pour améliorer la traçabilité du verre. Donc, c'est une technologie assez classique. Ensuite, on va avoir, donc là, on va plus se rapprocher des cas d'usage dont on a pas mal parlé, à savoir du contrôle process. Donc, par exemple, du contrôle d'assemblage ou de la présence d'absence de composants ou de la détection de défauts. Là, on va parler donc de 2 technologies. La première, c'est un petit peu la plus répandue quand on parle d'analyse d'image, c'est la classification d'images supervisées. Le cas d'usage qui est souvent donné là-dedans, c'est l'IA qui avait fait un petit peu de bruit quand on avait appris à une IA à différencier un chien d'un chat. Concrètement, ce qu'on va faire avec cette technologie, c'est qu'on va donner beaucoup d'images de chats. On va dire à l'IA, ça, c'est des images de chats. On va dire à l'IA, ça, c'est des images de chiens. Et on lui remontre une image et elle va être capable de vous dire, avec une certaine confiance, si c'est plus une image de chien ou une image de chat.
Ça, c'est typiquement le type de technologie qu'on va pouvoir appliquer quand même à l'industrie. Dans un cas où un industriel est capable de créer pas mal d'images, si on reprend notre cas de cartouche tout à l'heure, ça va être le type de technologie qu'on va utiliser parce que l'industriel, il va produire beaucoup de cartouches, donc il va avoir la possibilité de pouvoir prendre beaucoup d'images de chacune de ces puces, de ces cartouches, de ces puces à mettre sur les cartouches. Et donc, avec après un certain volume d'acquisition, 100 images ou plus, l'IA va pouvoir, avec une très bonne confiance, identifier sur une nouvelle image si c'est la catégorie 1, 2, 3, 4, etc. Donc souvent, cette technologie, elle va être utilisée pour faire du tri de pièces, pour faire de la validation de références, mais elle peut être aussi utilisée pour faire du process. Si on reprend notre cas du verre ophtalmique filmé et défilmé, voilà, celui-ci, on va pouvoir aussi utiliser, donc nous, c'est DNN, de la classification d'images supervisées, parce que on a facilement pu créer des images de verres filmés et défilmés. Dans le cas, le mauvais côté de cette technologie pour l'industrie manufacturière, c'est que comme on l'a mentionné, ça a besoin de beaucoup d'images. Ça va fonctionner à partir de 100 images par type, et plus vous avez de variabilité dans vos images, plus il faudra une base de données d'acquisition importante. Donc, si on veut l'appliquer à du process, OK, on pourrait avoir plusieurs cas. Si on a du tri de pièces, j'espère avoir plusieurs pièces. Par contre, si on veut l'appliquer à du défaut, ça va devenir plus compliqué parce que ça suppose que l'industriel va être capable de fournir une certaine quantité d'images par type de défaut. Donc, ça sous-entend premièrement qu'il connaît tous ces défauts, et ça sous-entend qu'il a assez de défauts pour pouvoir créer des bases de données importantes d'images. Généralement, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, ce n'est pas forcément nous la solution, hein. Ça va plutôt être de revoir son processus industriel. Donc, dans ces cas-là, il faudrait trouver une technologie qui, justement, a besoin de peu d'images de défaut, ou même qui peut s'affranchir d'images de défaut. C'est pour ça qu'on a travaillé sur une deuxième technologie. Là, c'est de la détection d'anomalies non supervisées. On a 2 brevets actifs sur cet algorithme. Et GLAD, il va être plus adapté à ces situations-là. Concrètement, ce que fait GLAD, quand on parle de détection d'anomalies non supervisées, c'est qu'il ne va pas venir apprendre des classes d'images, il va venir apprendre directement des images bonnes. Parce que son but, ça va être de comprendre la conformité. Donc concrètement, pour apprendre, il va utiliser uniquement des images bonnes, donc entre 50 et 150 images pour l'apprentissage. Il ne va pas avoir besoin de défaut-tech parce qu'il n'apprend pas les défauts, et il va pouvoir s'entraîner très rapidement. Une fois que j'ai mon modèle, je vais pouvoir l'évaluer. Et l'intérêt de GLAD, c'est que il va venir détecter des anomalies à l'image. Il ne va pas venir détecter le défaut 1, 2, 3. Donc en fait, que le défaut soit connu ou inconnu, ça l'intéresse pas. La seule chose, c'est qu'il faut que le défaut il soit présent à l'image. Il va être capable de s'adapter à des situations OK avec beaucoup de variabilité. La soudure en est une, c'est-à-dire qu'il va réussir à comprendre que ce qui nous intéresse, que la soudure ait différentes formes, c'est pas forcément ça. Par contre, il faut pas que on ne retrouve pas un certain pattern. Donc, il va être capable de détecter que ça, c'est not OK. Et le dernier avantage de GLAD, c'est qu'il va être explicable par rapport à beaucoup d'IA qui fonctionnent un petit peu en boîte noire. Sur ce type de technologie, on va être capable de représenter ou sur l'image où on a identifié une déviation. Parce que ce qu'il vient chercher à l'image, c'est des déviations. Des déviations. Et donc, il va être capable de venir le surligner un petit peu à l'image. Donc, on a mis en place un système de carte de chaleur. Donc, ça n'a rien à voir avec la caméra utilisée. Ce n'est pas des caméras techniques. C'est simplement un moyen de représenter visuellement où on a identifié le défaut. Et ces cartes de chaleur, on va les utiliser dans 2 situations. On va les utiliser quand on vient évaluer le modèle pour vérifier qu'il ne me dit pas simplement que c'est not OK pour me faire plaisir. Il vient bien identifier à l'image où est le défaut. Donc là, par exemple, on a un défaut de marquage. Il vient me montrer qu'il a bien compris que c'était un mauvais assemblage, c'est-à-dire que la petite jambe, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas dans le trou. On va pouvoir faire aussi de tout ce qui est texture, donc aller identifier du défaut sur du tissu, par exemple, du défaut sur des pièces métalliques. Et on va également pouvoir, au sein d'une même image, identifier plusieurs défauts à la fois.
parce que, encore une fois, GLAD ne se soucie pas du fait que c'est un défaut ou non, il se soucie sur l'image d'identifier globalement la variabilité. Et donc, je vous disais, ça va être utilisé pour l'évaluation. Et ensuite, ça va être aussi utilisé, par exemple, pour faire de l'assistance opérateur. C'est-à-dire que cette image, elle va pouvoir être aussi mise à disposition pendant le processus qualité à l'opérateur pour l'aider. C'est-à-dire qu'au lieu de lui donner une image en lui disant « ça, c'est une pièce not OK », on va lui donner une image avec l'analyse de l'IA et on va lui demander de valider ou invalider le raisonnement de l'IA, à savoir de dire est-ce que c'est bien un défaut ou non. Le cas typique qu'on peut prendre, c'est le contrôle de carte électronique, où il faut imaginer qu'un opérateur sur une carte peut contrôler plus de 1000 composants différents. Le fait qu'il y ait une IA qui vienne lui indiquer en fait les 5 composants sur lesquels elle pense qu'il peut y avoir une erreur, ça lui réduit son champ d'inspection à 5 au lieu de 1000. Ça permet d'augmenter le temps d'inspection, donc c'est beaucoup plus rapide, et aussi ça le fatigue beaucoup moins. Donc derrière, ça améliore également la performance opérationnelle du contrôle. Je précise juste qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a parlé d'apprentissage non supervisé. Le terme qui serait plus exact, ce serait peu supervisé, parce qu'on va tout de même demander en général aux équipes métiers de venir valider que les pièces conformes qui ont été acquises sont bien conformes et représentent bien la variabilité de la conformité. Au plus cette base de données va représenter toutes les petites variations de la production, au mieux l'apprentissage sera et au plus il pourra délivrer de performance et de robustesse par rapport à l'apparition de nouveaux défauts ou de nouvelles pièces bonnes qui pourraient être légèrement différentes. Donc, si on résume, la vision par IA, c'est vraiment un nouvel outil de qualité industrielle. Ça va permettre de gagner du temps de paramétrage parce qu'en fait, on va voir dans le process que on va juste avoir besoin de construire la base de données, mais ensuite l'entraînement est très rapide et les résultats sont très rapides. Par rapport à un paramétrage traditionnel, on va devoir fixer toutes les règles et si vous voulez avoir la performance finale, il faut réaliser tout le paramétrage, alors qu'avec l'IA, on va pouvoir avoir une démarche beaucoup plus itérative. C'est un outil qui va se baser sur les compétences, vraiment les équipes opérationnelles, parce que ça va faire la plus-value de l'IA, c'est la qualité des images, le choix des images. Et ce choix des images, il est en lien avec la qualité qu'on souhaite inspecter. Ça permet donc des nouveaux cas d'usage avec de la variabilité et ça va permettre une amélioration et une adaptation possible dans le temps. Pourquoi est-ce qu'on va avoir plus d'amélioration continue dans le cas de l'IA que dans le cas de la vision traditionnelle? Vous voulez améliorer votre algorithme de vision traditionnelle, il faut reprendre votre paramétrage et essayer de trouver les paramétrages qui vont plus s'amener à votre cas. Alors qu'avec l'IA, c'est naturel, c'est-à-dire qu'on va être capable, en fonction des résultats qui sont donnés par l'IA, de venir améliorer la base de données. Donc, par exemple, sur GLAD, on va pouvoir donner 3 résultats, du OK, not OK et doute, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, l'IA, en fonction de sa performance, on sait qu'elle est hyper fiable sur tel et tel résultat. Donc ça, on va dire, on est sur du OK et du not OK. Et puis, on sait que sur certains types d'images, on va avoir des doutes. Et donc, on va pouvoir, sur ces images doutes, demander une action d'un opérateur ou d'un expert qualité pour déterminer, par exemple, si c'est OK ou not OK, et venir réintégrer dans notre base d'entraînement uniquement les doutes OK, parce qu'on a dit que GLAD s'entraînait uniquement sur des images OK, et ça va permettre en fait à GLAD de comprendre que justement ces images-là sont OK, et derrière, ça va venir améliorer en continu l'algorithme parce qu'il va être capable de beaucoup mieux discriminer les images douteuses parce qu'il aura intégré dans sa base d'entraînement les doutes OK. Donc, sur ces images-là, il sera beaucoup plus assuré sur le fait que c'est des images OK. Et sur les douteuses not OK, comme il aura mieux discriminé, il saura mieux dire que c'est du not OK. Si ça vous intéresse, on pourra rentrer un petit peu plus dans les détails de comment fonctionne l'IA. Elle fonctionne sous la base de notes, etc. Mais là, on est sur, c'est plutôt une vision globale. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on va passer à la deuxième partie. Mais voilà, on va passer donc à la deuxième partie. Donc là, je pense qu'on a expliqué ce qu'était que la vision industrielle par IA et quels étaient l'avantage qu'elle pouvait présenter par rapport à la vision traditionnelle. Notre but sur ce webinaire, c'était vraiment de montrer, le but, c'est pas simplement de faire de l'automatisation pour faire de l'automatisation, ça a un intérêt dans les usines parce que ça permet d'améliorer le système productif, mais on va voir que ça peut avoir aussi un impact direct sur le quotidien. On va commencer par le quotidien des opérateurs. Aujourd'hui, nous, notre champ d'intervention, ça va vraiment de l'automatisation à 100% jusqu'au poste d'assistance opérateur.
Donc, quand on pense à vision industrielle, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir pour faire de l'automatisation à 100%. Mais en fait, ce qu'ils cherchent, c'est à faire de la qualité à 100%. Et pour faire de la qualité à 100%, bah, vous allez pouvoir mettre en place différents outils. Et on a beaucoup de cas d'usage où en fait on va faire plutôt de l'assistance opérateur, ou en tout cas il y a une intervention de l'opérateur dans la boucle. Donc par exemple, ce dont je venais de parler, hein, le fait de solliciter l'opérateur uniquement en cas de doute. Donc on va avoir un contrôle à 100%. C'est notre cas, donc toujours notre carte de contrôle automatique. Ça se passe chez Toshiba. Donc Toshiba, il vient assembler, il y a une opération d'assemblage de puces sur des cartouches. Avant, c'était à la main de l'opérateur. Et comme on l'a dit, hein, il est passé de 30 à 150 références de puces différentes parce qu'il a augmenté, il a élargi sa gamme. Et donc, en fait, poser la responsabilité de l'opérateur sur de la qualité sur l'opérateur, c'était très lourd, sachant qu'en plus, aujourd'hui, bah, comme beaucoup d'industriels, Toshiba est confronté à des problématiques de recrutement. Et donc, ils mettaient en place des postes beaucoup plus polyvalents. Donc, si vous rajoutez sur un poste polyvalent où l'opérateur a plusieurs tâches à réaliser, on va dire le poids de la qualité, c'était trop important, et donc avec un risque d'erreur qui était trop important. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait le choix d'automatiser, donc faire un pokayoke pré-assemblage et de ne solliciter l'opérateur qu'en cas de doute, justement pour permettre cette amélioration continue. Et ça leur a permis d'avoir un poste avec justement d'entrer dans une démarche avec des postes beaucoup plus polyvalents et donc stimulants pour les opérateurs, de leur retirer le fardeau de la qualité. Donc, ça leur permet d'améliorer la qualité et de résoudre également une problématique plus opérationnelle qui est le fait que le recrutement est plus compliqué et qu'il faut maintenant aussi stimuler les opérateurs. Donc, solliciter l'opérateur, quand je parle de stimulation, c'est plus leur permettre d'avoir des tâches où ils vont avoir des nouveaux outils et un quotidien moins répétitif. Typiquement, chez Toshiba, Voilà. les opérateurs sont passés vraiment maintenant travaillent en îlot en fait, beaucoup plus, donc en interaction avec plusieurs systèmes productifs. Et en fait, là-dessus, justement, Toshiba arrive à maintenir, à recruter, mais sur des tâches répétitives pures sur lesquelles il faut venir checker chaque seconde que la pièce est bonne ou mauvaise, ou qu'on a effectivement mis la bonne ou la mauvaise référence. C'est quelque chose qui est long. En fait, les opérateurs, souvent, ils restent 2 mois et ils partent. Donc l'enjeu, il est aussi là, il est de remettre l'opérateur finalement au centre de sa valeur ajoutée. L'usine de demain, c'est pas une usine où effectivement il n'y aura pas d'opérateurs, mais c'est une usine où les opérateurs auront des tâches à plus forte valeur ajoutée au niveau, que ce soit du système productif, de la qualité, peu importe leur tâche derrière. Voilà. Et donc justement, dans ce cas-là, ce qu'on va venir chercher, donc c'est assurer 100% de la qualité. Donc, il n'y a plus d'échantillonnage, hein, on vient contrôler 100% des pièces pré-assemblage. Ça permet de limiter la fatigue opérateur. Quand on est sur une tâche répétitive, un opérateur, généralement, on estime qu'après 1 à 2 heures, et encore, ça dépend de la tâche, il est rapidement à 70% de performance. Ce qui est normal parce qu'un humain n'est pas fait pour forcément faire des tâches répétitives. Donc, le fait de venir le solliciter qu'en cas de doute, ça permet de limiter cette fatigue de la répétitivité et de venir aussi valoriser son expertise. Et la dernière chose, c'est vraiment cette mise en confiance de l'opérateur sur ce poste en îlot. Un deuxième exemple, on va être un petit peu sur les mêmes problématiques, c'est l'assistance au montage ou l'assemblage. Là, on est dans le cas d'une usine nouvelle où justement, en fait, on va avoir très peu d'opérateurs. Donc, les nouvelles usines, c'est des usines où il n'y a pas d'opérateurs. Par contre, on sait qu'on va avoir une main-d'œuvre de plus en plus limitée. Et donc, il faut réussir à limiter tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, tout en assurant 100% de la qualité. Donc, le fait de mettre une assistance au montage, donc on vient monter des électrolyseurs, c'est toujours les mêmes couches, bipolaire droite, membrane, fibreux, etc. Donc, une couche. Et on va venir installer comme ça des stacks de dizaines, voire plus de couches. L'opérateur, lui, sa valeur ajoutée, ça va vraiment être dans le respect du process, vérifier qu'on n'a pas de pièces endommagées ou des choses comme ça, mais beaucoup moins dans le fait qu'il n'a pas mis le bipolaire gauche et après le bipolaire droit, le bipolaire gauche ou le bipolaire droit. Là, le risque d'erreur, il est trop important et ça a moins d'intérêt de le faire par un opérateur, alors qu'un système automatisé est capable de le faire beaucoup plus facilement. Donc, ça permet d'assurer encore une fois 100% de la qualité et de la traçabilité aussi, de mettre en confiance l'opérateur et de permettre des postes plus polyvalents.
Et le dernier exemple qu'on voulait vous présenter, hein, c'est vraiment pour là illustrer le fait que oui, on peut faire de l'automatisation à 100%, mais on peut également mettre en place en fait des stations opérateurs, donc vraiment des nouveaux outils pour les opérateurs. Donc là, c'est un cas dans le verre ophtalmique. Je vais passer ça va bien, voilà. Donc dans le verre ophtalmique où voilà, il y a le verrier avait une problématique de traçabilité. Il pouvait perdre certains verres parce que forcément on a assez peu de moyens de traçabilité sur un verre parce qu'il ne faut pas que ce soit visible pour le client. Donc il a mis en place un système de microgravure et donc il lui fallait un système qui était capable de facilement détecter cette microgravure et de la lire parce qu'elle n'est pas visible à l'œil nu ou très difficile à lire à l'œil nu. Donc effectivement, le système de microgravure permet de mettre en place un système de traçabilité et donc d'éviter de perdre des verres, mais encore faut-il avoir un système qui rapidement est capable de détecter et lire cette microgravure. Et donc c'est l'application qu'on a fait avec eux. Donc vraiment le but de mettre microgravure plus système de vision, le but c'était de réduire le délai. Parce qu'en cas de perte de verre, ça a augmenté le délai de réintroduction dans la chaîne de 3 jours. Et donc avec ce système automatisé, l'opérateur, quand le verre donc voilà, sort un petit peu du système, en 1 heure, il est capable de le réintroduire dans la chaîne de production. Le deuxième intérêt, c'était vraiment l'aide ponctuelle à l'opérateur parce que le fait d'aller de cette réalisation, il y avait aussi au-delà de la perte de temps, il manquait un outil pour l'opérateur. Et puis, l'intérêt, c'était aussi de mettre un nouvel outil au service de l'opérateur, au sens où, quand vous venez faire de la vision par IA, on va le voir là dans la partie plus process, généralement, vous n'avez pas un seul projet vision, vous allez vouloir déployer plusieurs projets vision. Et donc, ces projets vision, il va avoir une tendance à être actionné par vos opérateurs de plus en plus. Et donc, il faut qu'ils puissent avoir accès à ces outils. Et donc là, l'exemple dans ce cas-là, c'était aussi un moyen de vraiment mettre en place des nouveaux outils pour aider le quotidien des opérateurs. Et je précise juste que ce projet a été réalisé avec le soutien du Hub France IA dans le cadre d'un PAC IA. Le PAC IA, en 2 mots, c'est très simple, ça permet de dérisquer les projets d'intelligence artificielle que vous voudriez lancer. Ça finance à 50% grâce à la région Île-de-France un package de prestations sur 3 mois à hauteur de 37 kg euros. Donc c'est super bien, c'est très bien rythmé, c'est très bien cadré aussi par le Hub. Et ça permet de pleinement avancer avec une roadmap claire et derrière des résultats opérationnels à la fin. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à solliciter si vous êtes notamment une PME ou ETI en Île-de-France. Et donc justement, si vous avez des projets, vous allez voir que l'IA, elle est également vraiment au service de vos équipes qualité et méthode, parce qu'elle va permettre, on va dire par rapport à de la vision traditionnelle, de rentrer dans une démarche beaucoup plus, on va dire, itérative et permettre du multi-projet, parce qu'elle va permettre de gagner du temps sur le test et le déploiement. C'est-à-dire qu'on va être capable, comme en fait on travaille à partir d'images, si on est capable d'avoir relativement rapidement des premières images de test, on va pouvoir faire beaucoup plus de tests que la vision traditionnelle qui, elle, va avoir besoin de faire tout le paramétrage pour pouvoir tester si ça fonctionne. On peut réaliser des tests, mais en tout cas, si on veut avoir vraiment une idée de la performance réelle, il va falloir réaliser tout le paramétrage. Donc, on va avoir une démarche itérative facilitée et puis derrière, un déploiement et une duplication automatique facilitée aussi. Il y avait une question sur la partie configuration standalone ou infrastructure cloud. On va y revenir justement, on va vous présenter l'architecture de l'outil. Sur justement comment on l'utilise. Avant ça, on va aussi introduire les 2 autres intérêts pour vos équipes qualité. Alors, il y en a d'autres, mais c'est le fait que vous allez permettre en fait à vos équipes qualité de maîtriser leur process et d'être autonomes. On l'a dit, hein, la vision traditionnelle, elle va avoir besoin donc de compétences techniques très spécifiques d'ingénieurs vision. Alors que la vision par IA, comme elle part des données, si vous avez le bon outil, en fait, finalement, vous allez pouvoir le mettre dans les mains des équipes qualité et méthode parce qu'elles reposent sur leur expertise. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir créer elles-mêmes leurs applications et ajouter des références dans le temps, en temps masqué. C'était tout l'intérêt pour Toshiba, c'était de se dire que quand il avait une nouvelle référence de cartouche, il mettait et au bout de la 100e ou 200e cartouche passée sous l'algorithme, il sait qu'il allait pouvoir automatiser le process.
C'est ce qu'on a fait, par exemple, voilà, on verra dans du contrôle d'aérosol. Et la dernière partie, c'est vraiment la rationalisation des processus qualité. Donc là, on va dire que c'est aussi propre à, on va dire, la vision industrielle en général. Mais pourquoi est-ce que c'est particulièrement intéressant pour l'IA? C'est parce qu'elle va venir s'intéresser à des cas d'aspect. Et dans la qualité, on le sait souvent, c'est qu'il y a une problématique d'harmonisation des contrôles qualité qui sont subjectifs. C'est-à-dire savoir si c'est une rayure ou pas, si elle est acceptable ou pas. Bah, finalement, en fonction de comment votre opérateur est formé, en fonction de l'expertise également de votre opérateur et même on va dire des équipes, on peut avoir voilà, des chefs d'équipe plus ou moins voilà, on va dire sensibles à certains aspects et moins d'autres. Et en fait, finalement, on va avoir, c'est normal, hein, c'est humain, des différences de critères qualité en fonction de qui réalise le contrôle, alors que si vous l'automatisez, vous allez vous mettre autour de la table et valider ensemble ce que l'IA doit détecter comme OK et comme not OK. Ça permet également de maintenir les performances dans le temps. Donc, on a parlé de la fatigue opérateur. Donc, venir automatiser, ça permet de maintenir les performances dans le temps, d'autant plus sur des choses d'aspect, et également de soutenir l'amélioration continue. Donc nous, en termes de process, ce qu'on propose, c'est une plateforme où on va pouvoir, l'équipe qualité va pouvoir créer l'application de vision en 1 heure. Parce qu'on va utiliser peu de données. Donc à partir du moment où vous avez vos données, le test, voilà, il va prendre moins d'1 heure. Donc on peut rentrer dans une démarche itérative. Ça, c'est une plateforme cloud. Justement qui permet d'avoir un apprentissage très rapide. Et une fois que vous avez votre application, vous allez pouvoir la déployer localement sur un à plusieurs logiciels locaux qui va être connecté donc à votre caméra, sachant qu'on va être compatible avec tout type de caméra. Les modèles, ils sont exécutés en ligne en temps réel. Et ensuite, vous avez la capacité de pouvoir centraliser vos données. Ça va permettre 3 choses. Le monitoring en temps réel. Donc, si vous avez par exemple plusieurs sites ou plusieurs lignes, vous allez pouvoir avoir un dashboard pour suivre en temps réel votre production et vos niveaux de qualité. Ça va permettre de faire de la traçabilité parce que vous allez avoir accès à votre historique. Et ça va permettre également de mettre en place la démarche d'amélioration continue dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire de pouvoir récupérer les données, de pouvoir réentraîner pour améliorer le modèle dans le temps. Donc concrètement, si on vient comparer le processus de déploiement de l'IA versus la vision traditionnelle, au niveau du setup optique et de l'intégration et de l'acquisition matérielle, on va être sur des choses similaires. C'est-à-dire qu'il faudra de toute façon venir installer une caméra ou de réutiliser une caméra existante. Par contre, étant donné que la plus-value de l'IA, elle va vraiment être, la difficulté de l'IA, c'est sur l'acquisition des images et le tri des images, on va pouvoir avoir une démarche itérative beaucoup plus facile, par rapport à de la vision traditionnelle, où si vous voulez vraiment avoir les performances sur votre ligne, il faut venir acquérir le matériel, l'intégrer et passer le temps de déploiement et de paramétrage. Donc si j'avance un tout petit peu parce que là je vois que le temps avance, hein. Pourquoi est-ce qu'on estime que l'IA elle va être plus adaptée pour un processus industriel que de la vision traditionnelle, même si voilà, ça ne résout pas les mêmes cas? C'est que vraiment la durée du test et du déploiement, dans le cas de la vision traditionnelle, ça dépend de la complexité du système et de la quantité de paramétrage à réaliser. Même si vous avez le meilleur expert optique, s'il doit paramétrer chacune des dents par exemple, de votre rouage, hein, si on prend le même cas, il aura à paramétrer chacune des dents. Alors que dans l'IA, le temps, il dépend vraiment du temps d'acquisition. Combien de temps ça me prend de créer mes images? Ça va dépendre du volume d'images et de la complexité à obtenir les images. Et ensuite, le temps de tri qu'il y a derrière. Si on prend GLAD, étant donné qu'on a besoin de très peu d'images, on va pouvoir réduire drastiquement ce temps de test et de durée et de rentrer dans cette démarche itérative. Et le deuxième aspect, c'est de quoi dépend la performance de l'analyse d'image. Si on met de côté la partie optique et la partie technologique dont on a parlé, ça va vraiment dépendre pour l'IA de la qualité, de la sélection et du tri des images. Donc ça, c'est des compétences métiers, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'équipe qualité qui est capable vraiment de connaître ce que c'est qu'une bonne et une mauvaise image et définir sa qualité. Alors que dans le cas de la vision traditionnelle, ça va dépendre de la qualité du paramétrage, donc plus des compétences techniques vision. Donc c'est vraiment pour ça qu'on estime que voilà, on va pouvoir rentrer dans une démarche itérative beaucoup plus simple et pouvoir faire du multi-projet plus facilement avec l'IA parce que en fait, on va venir créer des petites bases de données, vérifier quelle application a la meilleure performance et apportera le meilleur ROI, et on va venir investir sur l'application qui va apporter le meilleur ROI. Et en parallèle, on va pouvoir continuer nos tests. Alors que dans la vision traditionnelle, il va falloir choisir son projet, acquérir le matériel et venir faire le déploiement et le paramétrage.
Donc pour terminer sur cette partie support des équipes qualité méthode au jour le jour, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de faire du multiprojet, de gagner du temps. Notre cas dans l'électrolyseur, il fait du contrôle au montage, mais il a également un projet de contrôle soudure et de positionnement en parallèle. Le cas donc de contrôle d'aérosol, on a réalisé avec eux pendant un POC l'intégration de 2 références. On a déployé cet été et aujourd'hui, ils ont déployé par eux-mêmes plus de 20 références additionnelles. Et dans le cas du contrôle de soudure, on est venu doubler un contrôle dimensionnel avec un contrôle d'aspect, justement pour intégrer cette notion de contrôle d'aspect dans le contrôle soudure qui ne se limite pas simplement à la partie dimensionnelle. Donc, pour conclure sur ce webinaire, et parce que je vois qu'il n'y a toujours pas forcément de plus de questions, nous, on va dire les conclusions qu'on aimerait que vous repartiez à la fin de ce webinaire, c'est premièrement de se rappeler que voilà, l'IA n'a pas vocation à remplacer l'existant pour la vision industrielle, c'est vraiment une nouvelle méthode qui va permettre de rendre possible des nouveaux cas d'usage. Que l'IA, l'analyse d'image par IA, elle va venir se limiter au champ d'interprétation de l'œil humain, on ne va pas pouvoir faire de mesures, mais on va pouvoir faire du contrôle d'aspect. Que la performance de l'IA, comme pour beaucoup, comme pour ces technologies, va vraiment dépendre des data, donc c'est-à-dire de ce qu'on va lui donner à apprendre. Sa performance, elle va reposer entre autres sur sa capacité à définir la qualité à l'aide de bases de données d'images. Que ça permet de rendre en fait un processus avec assez peu de paramétrage. Les données d'entrée vont en fait suffire à elles-mêmes. Et donc, ça va être plus facile de tester et ensuite de venir déployer, dupliquer. Et que vraiment, l'IA pour la vision industrielle, c'est un outil au service des équipes. C'est-à-dire que l'IA toute seule ne fonctionne pas sans humain, c'est-à-dire soit une équipe qualité pour venir justement valider et créer les images, ça ne va pas fonctionner. Et puis au quotidien, elle a également besoin d'être stimulée, d'être sollicitée pour venir s'améliorer en continu. Donc sans humain, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, Daniel, qui sont arrivées entre-temps. Ouais. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Que ce soit dans le Ouais. Q&A ou le chat, pas de sujet. Tac. On avait répondu effectivement à la question sur la configuration standalone ou infrastructure cloud. Pour compléter un peu ce que disait Elisabeth sur la partie notamment de la performance de l'IA, une chose qui va être très importante, c'est que les équipes métiers deviennent de plus en plus sensibles à la donnée et l'organisation de la donnée en interne, parce que c'est ça qui va être gage de performance derrière pour l'IA. L'IA, c'est une techno qui fonctionne sur de la donnée. Donc si derrière, on ne s'organise pas en interne pour justement structurer ces données, aller la chercher et nourrir en fait ces modèles d'intelligence artificielle, on n'aura pas une aussi bonne performance que si on se dit qu'on fait un entraînement et qu'ensuite ça va fonctionner tout seul. Donc c'est vraiment une démarche aussi à venir intégrer au sein des équipes métiers pour amener de la performance. Et c'est une démarche qui se différencie, qui est complètement différente de ce qu'on peut avoir dans la vision traditionnelle où on fait une mise en service, on règle l'intégralité des seuils et ensuite on se dit que ça fonctionnera toujours de la même manière. Là, l'IA, elle va venir s'adapter aux évolutions de votre production et il faut en permanence venir nourrir en fait les outils pour qu'elles s'améliorent et pour qu'elles s'adaptent en fait à toutes vos variations. Et on a eu un cas typiquement chez l'un de nos clients où l'IA fonctionnait avec une super performance et d'un coup leur fournisseur change légèrement certaines caractéristiques des pièces. Ils n'étaient même pas au courant. En fait, on leur a permis déjà de réintégrer certaines images pour ramener et maintenir cette performance-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur a permis de découvrir justement que leur fournisseur avait eu une déviation au niveau de son processus de production. Et en fait, on a pu tracer les images, comprendre et derrière faire un retour au fournisseur. Donc en fait, on a eu vraiment un double impact à la fois au niveau du fournisseur, là, donc la partie qualité de fournisseur, et sur la qualité finale. Je vois toujours pas de questions. S'il n'y a pas plus de questions, on va vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous voilà, s'il y a des questions subsidiaires. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Et voilà, si ça vous a fait penser à des cas d'usage qui seraient potentiellement propres à la vision par IA, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis voilà, de les étudier avec vous. Et je vous mets dans le chat également un lien vers des études de vision gratuites. C'est ce qu'on propose aujourd'hui par l'intermédiaire de notre site web, sur lequel vous avez une liste de questions. Ça ne vous prend pas plus de 2 minutes.
C'est en général relativement confidentiel. On ne pose pas des questions qui vont au cœur de vos process et qui nécessitent justement un accord de confidentialité. Et nous, ça nous permet de comprendre votre cas d'usage et de vous fournir une première étude vision pour commencer à parler sur des choses un petit peu tangibles. Typiquement, une configuration caméra, le type de caméra qu'on va venir utiliser, le type d'IA qu'on va venir utiliser et ce qu'on pense de manière générale avec un avis d'expert sur votre cas d'usage. On vous a mis le lien au niveau du chat. Eh bien, merci beaucoup à tous pour votre attention et à très bientôt au sein du Web Francia. Merci à tous.